Bonjour, bonsoir à toutes et tous, c'est Elskia pour l'épisode 59 de Parlons Constitution. Aujourd'hui nous allons parler de l'état de siège et des états d'urgence. Mais avant toute chose, les traditionnels rappellent, bien sûr, le rôle du président de la République qu'on a vu à l'épisode 30 d'abord. Donc, le président de la République, je le rappelle, doit parler en Constitution, il est arbitre, il n'est pas chef de l'exécutif. Il a notamment comme attribution qui nous intéresse aujourd'hui, qu'il incarne l'autorité de l'État, il est garant de l'intégrité du territoire, de l'indépendance nationale, du fonctionnement normal des pouvoirs publics, il nomme les 3 directeurs. Ce sont donc des pouvoirs de défense, de garant d'intégrité du territoire, du fonctionnement normal des pouvoirs publics. Ça sera intéressant pour comprendre dans cet épisode, mais aussi dans l'épisode prochain, quand on parlera des pouvoirs exceptionnels de l'article 16 qui est actuellement en France. Mais aujourd'hui, on s'intéresse à l'état de siège et aux états d'urgence. Donc, le rôle du gouvernement maintenant qui va être central aujourd'hui, vous allez le voir. Donc on avait vu ça à l'épisode 25, ils sont nombreux ces rôles, politiques, administratifs, réglementaires, et notamment aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est qu'il dirige l'administration, le gouvernement. Il dirige la force publique, donc l'ordre public, et la force militaire, et ça c'est important pour l'état de siège. Il édicte aussi les règlements. Donc vraiment, il va être central aujourd'hui, donc c'est important d'avoir ce rappel sur ces rôles-là du gouvernement. Ensuite, il y a le Parlement, qui a un rôle de contrôle, aussi en plus de son rôle législatif et de son rôle d'évaluation des politiques publiques, mais il a un rôle important de contrôle, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, de contrôle du gouvernement. Donc on avait vu ça à l'épisode 23, et il y a notamment le contrôle information ou le contrôle sanction, avec bien sûr la responsabilité du gouvernement devant les chambres, mais surtout devant l'Assemblée nationale, ce qu'on avait vu à l'épisode 34. Le pouvoir judiciaire aussi a un rôle important. On l'avait vu à l'épisode 39, il a un rôle de protection des plus vulnérables et des libertés. Bien, donc là on a les 4 acteurs principaux du président de la République, le gouvernement, le Parlement et en particulier l'Assemblée nationale, et le pouvoir judiciaire. On avait vu maintenant à l'épisode précédent, donc à l'épisode 58, des choses qui vont nous indiquer ce qui pourrait se passer aujourd'hui, ce qu'on pourrait voir sur l'état de siège et l'état d'urgence. On avait parlé en fait de la déclaration de guerre et de l'intervention des forces armées à l'épisode 58 donc. Et ce qui est intéressant de revoir, c'est qui fait quoi dans ma vision politique constitutionnelle, ce qui pourra nous aiguiller, ce qui pourra vous donner une idée, une première approche de ma façon de voir les choses, les relations entre les pouvoirs, notamment entre le gouvernement, le président de la République et le Parlement. Et donc on a le gouvernement qui dirige l'armée, qui demande et initie les interventions. Ça entre bien sûr en résonance, en conséquence même des rôles du gouvernement définis à l'épisode 25. Mais le Parlement, lui, l'Assemblée nationale en particulier, décide, autorise et veille. Elle autorise les déclarations de guerre et les interventions de plus de 4 mois, et elle peut s'opposer à l'intervention militaire engagée par le gouvernement à tout moment. Donc le gouvernement dirige l'armée, il demande, il initie, c'est lui qui prend l'initiative. Mais l'Assemblée nationale, attention, c'est elle qui décide s'il y a une déclaration de guerre, c'est elle qui décide la guerre, c'est elle qui décide les interventions longues, donc c'est elle qui décide vraiment au final. Mais pas pour la réaction. S'il y a besoin de réaction face à un danger, le gouvernement est pleinement initiateur, il dirige l'armée, il dirige la défense, et va pouvoir ainsi défendre le pays. Mais si c'est pas légitime, si l'Assemblée nationale décide que ce n'est pas une bonne chose, elle peut s'opposer à l'intervention militaire engagée par le gouvernement à tout moment, et en particulier ici on parle d'intervention armée à l'étranger et de déclaration de guerre. Ce n'est pas la même chose que l'état de siège et que l'état d'urgence. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir, mais on va le voir d'une certaine façon. On va voir en fait les états d'exception en France, hors état de guerre et article 16 de la Constitution, parce que l'article 16 de la Constitution de la 5e République, c'est quelque chose d'assez particulier et j'aimerais le traiter dans un épisode entier, donc dans l'épisode prochain, dans l'épisode 60. Mais aujourd'hui, on va parler des états d'exception, donc l'état de siège et les états d'urgence. On va le parler seulement, entre guillemets, sous l'angle des procédures de déclenchement, de maintien, de contrôle et d'arrêt de ces états d'exception. On va voir les rapports entre les pouvoirs, Parlement, Assemblée nationale en particulier, gouvernement, président de la République, pouvoir judiciaire, l'armée aussi, la police. On va le voir de façon assez générale, on va le voir en fait à un niveau constitutionnel. C'est le but de Parlons Constitution. Donc ce qu'on va pas faire, c'est qu'on va pas entrer dans les détails des mesures qui sont permises par ces états d'exception. On va pas discuter de si, en état d'urgence, il faut autoriser le gouvernement à pouvoir interdire certaines réunions, à pouvoir dissoudre certains groupes, certaines organisations.
On va pas rentrer dans ce détail-là, sinon ça nous prendrait des heures et des heures, et je ne suis moi-même pas forcément calé là-dessus. Bien, donc commençons d'abord par le grand 1, par l'état de siège. Qu'est-ce que l'état de siège ? L'état de siège est un état d'exception en cas de péril imminent dû à une insurrection armée ou une guerre avec des pouvoirs de police accrus qui sont transférés aux autorités militaires. Il y a aussi une mise en place de juridictions militaires. Donc, en cas d'insurrection armée ou de guerre. L'état de siège, c'est un état d'exception qui est là pour se défendre en cas d'insurrection armée d'étrangers qui viendraient attaquer, de guerre étrangère, mais pas forcément déclenchée par nous, et même en cas de guerre déclenchée par nous, s'il y a une menace réelle pour le territoire, pour le pays, eh bien, il faut, en tout cas, je pense qu'il faut déclencher l'état de siège. Car il y a un péril imminent pour la nation, pour le pays, pour le territoire, pour la population, dû à une guerre ou à une insurrection armée. Insurrection armée, je ne l'ai pas précisé, mais qui peut aussi être une insurrection armée civile. Je vais entendre par là les guerres civiles. S'il y a une guerre civile qui se déclare en France, que c'est très dangereux pour l'ordre public, pour la population, pour le maintien du fonctionnement normal des institutions publiques, eh bien, l'état de siège peut être mis en place. Et en cas d'état de siège, il y a des pouvoirs de police qui sont accrus, donc plus de restrictions, plus de pouvoirs pour limiter des libertés publiques, et ces pouvoirs de police accrus, augmentés, sont transférés aux autorités militaires. Ce n'est plus la police qui va s'en charger, mais l'armée. Et il y a même des juridictions militaires qui vont être en place pour juger des crimes de guerre, ou d'autres choses qui peuvent être d'ordre militaire, d'atteinte à la nation, etc., etc. Mais d'où ça vient l'état de siège en France ? On va voir ça tout de suite avec l'historique de l'état de siège. Donc on va voir les lois principales, pas dans le détail, on va juste voir par exemple la première loi martiale en France, qui est celle du 21 octobre 1789, donc pas très longtemps pendant la Révolution française, pas très longtemps après les états généraux, tout ça, vous savez, la prise de la Bastille le 14 juillet 1789, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen le 26 août 1789, et donc ce qui est marquant ici, c'est que c'est la première loi martiale française adoptée par l'Assemblée nationale constituante, donc par une assemblée et pas par un roi. On a un début de légitimité légale rationnelle, pour ceux qui s'y connaissent un peu en sciences politiques, de la loi martiale. Ensuite, il y a d'autres lois, la loi du 9 août 1849, qui est la première loi française qui définit en détail les conditions d'application, de procédure et les modalités de l'état de siège. Elle servira de base, de référence pour les lois futures, notamment pour la loi du 3 avril 1878, qui définit des conditions plus strictes de déclaration de l'état de siège, notamment par une loi fixant le territoire et la durée de l'état de siège. Et cette loi, elle définit aussi un contrôle parlementaire obligatoire, je rentre pas dans les détails, mais ça va être important, ça va avoir une influence sur la suite, sur l'état de siège, sur l'histoire de l'état de siège. Donc ça, ce sont les 3 lois importantes dans le passé. Actuellement, qu'est-ce qu'on a ? On a l'article 36 de la Constitution de 1958, qui nous dit « L'état de siège est décrété en Conseil des ministres. Sa prorogation, au-delà de 12 jours, ne peut être autorisée que par le Parlement. » On a ici la procédure actuelle, le décret en Conseil des ministres, c'est donc le président de la République qui prend ce type de décret. Au Conseil des ministres, bien sûr, donc avec les autres ministres et le Premier ministre, il prend la décision, il prend un décret en Conseil des ministres pour déclarer l'état de siège. L'article L2121 du Code de la Défense précise des choses, donc là la version a été consultée le 8 février 2025, précise ceci, que le décret en Conseil des ministres détermine le territoire, donc sur toute ou partie du territoire, on peut mettre un état de siège seulement sur un département, seulement sur certaines villes, seulement sur certaines îles, certains départements d'outre-mer, sur uniquement la métropole, seulement la Corse, voilà, ça peut être à différents endroits, le territoire peut être circonscrit, ce n'est pas forcément tout le territoire national. Le décret du président de la République, pris en Conseil des ministres, détermine aussi la durée. Est-ce que ce sera 12 jours ? Est-ce que ce sera 8 jours ? Est-ce que ce sera possiblement plus ? Oui, mais si c'est plus que 12 jours, c'est prorogé par une loi. Proroger, ça veut dire, ici, dans ce contexte-là, prolonger. On va allonger la durée. C'est une autorisation qui va permettre de prolonger l'état de siège. Donc si la durée doit dépasser 12 jours, il faut qu'il y ait une loi qui soit votée pour permettre à l'état de siège de perdurer plus longtemps, et c'est une loi avec une initiative
gouvernementale. Ce n'est pas le Parlement, ce n'est pas l'Assemblée nationale qui va décider de faire une loi pour proroger l'état de siège qui a été d'abord déclenché par le président de la République avec un décret pris en Conseil des ministres. C'est le gouvernement qui va déposer cette loi au bureau de l'Assemblée nationale. Et aucun amendement ne pourra être déposé, d'après le règlement de l'Assemblée nationale, article 131, toujours consulté le 8 février 2025. Je marque la date de la version consultée parce que cette vidéo pourra être regardée plus tard et ces articles-là pourront avoir changé de nom, changé d'ordre ou même changé dans leur contenu. Bien, donc là on a vu l'historique, on a vu la définition de l'état de siège. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou sur Discord, j'essaierai d'y répondre ou de vous renvoyer vers des sources plus précises si vous voulez en savoir encore plus. D'ailleurs, je vais mettre des liens dans la description qui vont développer un peu plus sur l'état de siège, des liens vers cet article, même vers la section qui parle de l'état de siège dans le code de la défense, et je vais mettre 2-3 petits articles, 2-3 petites pages internet, notamment Wikipédia, mais bon ça c'est classique, mais aussi d'autres choses, d'autres ressources qui ont été utiles pour moi pour faire cet épisode et qui pourront vous être utiles à vous si vous voulez en savoir encore plus et commencer à aller fouiller dans toute cette législation, tout ce droit de l'état de siège et des états d'urgence. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, maintenant qu'on a vu la procédure actuelle, on va parler des réformes que je propose. Parce que oui, le but de parler en constitution, c'est de proposer des réformes, c'est de vous développer ma vision politique dans ce domaine qui est le domaine constitutionnel dans la Constitution. Ce que je propose moi, c'est déjà que les décrets ne soient pas pris par le président de la République, mais par les directeurs. Je rappelle, les directeurs, ils sont au nombre de 3, et ils remplacent le Premier ministre dans ma vision constitutionnelle. Alors décrété par le directeur, oui, mais minimum un seul. Minimum 1, pourquoi on autorise un décret qui déclencherait l'état de siège avec un seul directeur? Parce qu'il y a une possibilité, notamment en cas de trouble majeur, que les autres soient empêchés. Un enlèvement, un décès, une maladie ou autre chose pourrait empêcher 1 ou 2 directeurs, de se prononcer, de prendre des décisions et de pouvoir mettre en place cet état de siège. Dans l'idéal, tous les directeurs le font en même temps, mais si c'est pas possible, un seul directeur le peut. Ensuite, l'état de siège est prorogé par une loi, mais pas si ça dépasse 12 jours, mais maintenant 5 jours. Pour moi, 5 jours, au bout de 5 jours, il faut qu'une loi dise « Ok, on continue l'état de siège ». L'initiative par contre est toujours gouvernementale, et il n'y a pas d'amendement possible. Pourquoi ? Pour éviter des débats très longs sur des petites lignes, je trouve que c'est pas une loi très importante qui va changer beaucoup de choses, c'est juste une déclaration, un prolongement d'un état d'exception. Et ça ne peut pas être d'initiative parlementaire, d'initiative de l'Assemblée nationale, puisque l'Assemblée nationale n'a pas les mêmes ressources que le gouvernement pour savoir si c'est pertinent ou pas de continuer l'état de siège. Cette loi, c'est important, va fixer la durée. Si l'état de siège doit durer plus longtemps que ce qui a été dit dans cette loi, il faudra voter une autre loi pour proroger à nouveau l'état de siège. Autre point maintenant, ce sont les commissions de surveillance. Il faut, selon moi, comme c'est un état d'exception avec des pouvoirs de police accrus, augmentés, et en plus là, qui sont donnés à l'armée, bien pour moi il faut des commissions de surveillance pour surveiller tout ça, à l'Assemblée nationale et à la Chambre des sages, qui va surveiller le gouvernement, l'armée, les juridictions militaires aussi un petit peu, mais surtout l'armée, ceux qui vont prendre des règlements, prendre des décisions, des décrets, des arrêtés, qui vont restreindre les libertés publiques, faire des perquisitions potentiellement abusives, mais on est dans un cadre exceptionnel, et donc c'est plus ou moins autorisé. En tout cas, il faut quand même quelqu'un pour surveiller, pour éviter que les libertés publiques et individuelles soient trop fortement mises à mal. Et aussi pour surveiller que cet état de siège a toujours raison d'être. Que ce n'est pas un état qui perdure parce que le gouvernement souhaite justement se débarrasser d'opposants politiques, réprimer une partie de la population pour son intérêt propre. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi constitutionnaliser cet état de siège. C'est déjà le cas, mais peut-être encore un peu plus rajouter des choses, notamment sur les pouvoirs et les commissions de surveillance à l'Assemblée nationale et à la Chambre des sages. Tout ce que je viens de dire ici. Et pour ce qui est de l'ordre un peu plus du détail, qui est en fait l'application de ce qu'il y a dans la Constitution, de ce que je viens de dire, les dispositions peuvent être précisées par loi organique. Et la loi, bien sûr, selon le sujet ou l'objet, si c'est pas un objet constitutionnel d'organisation des pouvoirs publics, alors ça doit être par une loi.
tout ce qui concerne des mesures bien précises, bien définies, à appliquer en état de siège, c'est plus du ressort de la loi que du ressort de la Constitution et des lois organiques. Autre grande protection maintenant, c'est la justice. Évidemment, la justice, il doit y avoir une protection renforcée grâce aux juges, à la justice. Pour le haut tribunal des forces armées, sa composition doit changer. Je vous donne pas la composition actuelle, je la connais pas par cœur, mais peu importe. Pour moi, le haut tribunal des forces armées, c'est 1/3 de juges judiciaires, 1/3 de juges de l'ordre administratif et 1/3 de juges militaires. Ça garantit que ni le juge militaire, ni le juge administratif, ni le juge judiciaire sont en majorité. Les juges militaires, donc l'armée, les juges militaires spécifiquement pour l'armée, ne peuvent pas imposer la loi militaire, leur vision militaire de la justice. Le juge administratif non plus, il ne peut pas imposer sa vision plutôt, conciliante avec le gouvernement en général, pas toujours, mais un peu plus conciliante. Le pouvoir judiciaire va être là pour mieux juger, pour mieux protéger aussi les justiciables, notamment les individus et les accusés en particulier. D'autres points de la justice sont importants. Les tribunaux administratifs, et en particulier le Conseil d'État, devront toujours être compétents pour juger le gouvernement et les autres actes administratifs pris par les autorités civiles ou militaires en cas d'abus de pouvoir. On a aussi ensuite des recours qui sont toujours possibles devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et enfin, pour ce qui concerne la Cour constitutionnelle, des recours accélérés doivent être possibles, y compris si le jugement se fait devant le haut tribunal des forces armées, pour vérifier que ce qui est appliqué, ce qui va servir de base pour le jugement de base légale, soit bien constitutionnel, soit bien conforme à la Constitution. Bon, très bien, on a vu l'état de siège, c'est un état vraiment pour se défendre d'une insurrection armée très forte, d'une guerre, d'une invasion étrangère, d'une guerre civile. Donc on a vraiment un état exceptionnel, avec l'autorité militaire qui prend la main pour assurer la police, l'ordre public. Mais qu'en est-il quand c'est une menace qui est d'ordre moins grave, entre guillemets, qui n'est pas d'ordre militaire, d'agression, d'invasion, d'insurrection armée, violente et nombreuse? Bien dans ce cas-là, on a l'état d'urgence. L'état d'urgence est assez particulier, notamment dans son histoire, mais d'abord, il faut voir les définitions pour bien comprendre ce que c'est. L'état d'urgence, alors là je vais prendre des définitions qui viennent du vocabulaire juridique Association Henri Capitant, 13e édition, donc de 2020, aux presses universitaires de France, on l'a déjà utilisé au cours de cette série. Et d'abord la définition de l'état d'urgence. L'état d'urgence est une situation dans laquelle les pouvoirs de police administrative, on va définir juste après ce qu'est la police administrative, les pouvoirs de police administrative se trouvent renforcés et élargis pour faire face soit à un péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, donc atteinte grave à l'ordre public, on n'est plus dans de l'insurrection, on n'est plus dans de la guerre, on est un peu moins, c'est une atteinte grave, c'est moins défini, soit à des événements présentant par leur nature et leur gravité le caractère de calamité publique. Là, j'ai rajouté une petite définition, une calamité publique, ça désigne en fait une catastrophe naturelle, d'ampleur exceptionnelle. L'urgence est aussi une situation pouvant ou non résulter de circonstances exceptionnelles. On va définir un peu plus loin ce que sont les circonstances exceptionnelles. Et en fait, les circonstances exceptionnelles, l'existence de ces circonstances exceptionnelles justifie que l'administration, sous réserve de l'appréciation du juge, donc c'est le juge qui va décider s'il y a ou non des circonstances exceptionnelles, qui justifient pour l'administration de passer outre certains délais ou exigences de forme ou de procédure. Donc on est encore une fois avec cet état d'urgence dans l'exceptionnel, mais pour un péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, ou en cas de catastrophe naturelle d'ampleur exceptionnelle, pas dans un cadre d'insurrection armée, nombreuse, violence, de guerre civile, de guerre, d'invasion. Non, pour là, c'est l'état de siège ou l'état de guerre. L'état de guerre, on n'en a pas parlé, car c'est beaucoup trop précis, en fait c'est tout ce qui se passe quand il y a la guerre, et c'est pas vraiment mon domaine, même pas du tout, je m'y connais très peu là-dedans, j'avais pas envie de le traiter, surtout que c'est quelque chose d'assez grave, assez complexe, et ça ne concerne pas tant que ça la Constitution, puisque quand il y a la guerre, la Constitution, elle est quand même un peu moins importante, même s'il faut toujours la respecter. On peut avoir quelques petites entorses au niveau de l'ordre public, du respect de certaines libertés, pas trop non plus pour pas dériver vers un état autoritaire,
mais c'est complexe, c'est difficile, parce que la guerre nécessite parfois des moyens qui sont exorbitants, qui sont exceptionnels vraiment. Bon, j'avais dit qu'on allait définir aussi la police administrative, car c'est quoi cette histoire de police administrative qui se retrouve renforcée? Moi je connais la police, mais la police administrative. En fait, il y a deux types de police. Il y a la police judiciaire qui s'occupe de constater tout ce qui est délits, crimes, infractions, qui s'occupe aussi de faire les recherches, les recherches de criminels, les enquêtes de police. Mais la police administrative, c'est autre chose. La police administrative, c'est toujours avec la définition ici du vocabulaire juridique, c'est l'ensemble des moyens juridiques et matériels, réglementation, autorisation, défense, injonction, coercition, mis en œuvre par les autorités administratives compétentes, police, maire, ministre, préfet, ça dépend, en vue d'assurer, de maintenir ou d'établir l'ordre public. On distingue la police administrative générale, chargée du maintien de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publique. Je vais pas rentrer dans les détails de ce que ça, des différences qu'il y a entre sécurité, tranquillité et salubrité publique. Et on distingue donc la police administrative générale des polices administratives spéciales applicables à telle ou telle activité, par exemple une police administrative spéciale pour les chemins de fer. Voilà, donc ces pouvoirs-là qui sont en vue de prévenir des atteintes à l'ordre public, d'assurer donc de maintenir, d'établir l'ordre public, sont renforcés. Des perquisitions, pas pour voir si quelqu'un a commis un crime, mais on soupçonne qu'il va en commettre, donc on perquisitionne. On interdit aussi des réunions. On peut décider que, une organisation un peu louche qui pourrait faire du terrorisme, on décide que elle sera dissoute, ce genre de choses, on est plutôt dans cet ordre-là. C'est plutôt ça la police administrative, c'est vraiment plutôt préventif. On est là pour maintenir l'ordre. C'est pas que préventif dans une certaine mesure quand on établit l'ordre public, puisque les gardiens de la paix, les CRS, les forces de l'ordre, vont agir face à un trouble existant, ou pour prévenir de troubles qui pourraient arriver lors d'une manifestation. On est un peu sur cette limite-là, on n'est pas là pour constater des crimes, pour réprimer a posteriori un crime, ça c'est la justice qui va s'en occuper, avec la police judiciaire qui va aussi s'en charger pour récolter les preuves, aussi constater les infractions. Si vous voulez, la police administrative, c'est interdire un spectacle parce qu'il est trop dangereux, parce que des opposants politiques pourraient, il y a de fortes raisons de le penser, pourraient causer des troubles à l'ordre public. Et la police judiciaire, c'est constater que y a un spectacle, et puis les gens, ils ont fait des tags, des insultes racistes, il y a eu des violences importantes, il y a eu des délits qui ont été commis lors de ce spectacle. Et là, la police judiciaire intervient. La police administrative, c'est l'interdire avant que ça arrive. Bon, je l'expliquais de plusieurs manières, normalement c'est à peu près clair, mais c'est toujours une distinction qui est assez difficile à faire, je trouve, quand on débute, quand on connaît pas bien le droit administratif. Et en réalité, on pourrait aller encore plus dans les détails pour mieux comprendre, mais c'est pas le sujet de l'épisode, on est dans du droit constitutionnel, on est dans la Constitution aujourd'hui, et on va parler également des circonstances exceptionnelles, on reste dans, cette idée de droit administratif, puisque c'est une construction jurisprudentielle du Conseil d'État, c'est-à-dire que c'est le Conseil d'État qui l'a décidé un jour, il a pris une décision, lors d'un jugement, bien sûr, mais il a pris une décision de dire, comme on est dans des circonstances exceptionnelles, alors, certaines règles vont s'appliquer de façon un peu spéciale, on va pas trop les appliquer comme ça, on va plutôt assouplir les règles, parce qu'on est dans une sorte de légalité de crise. En cas de guerre, de troubles sociaux graves, l'administration peut avoir besoin de recourir à certaines choses, ou peut, et c'est le plus important je pense, peut ne pas pouvoir remplir sa mission première, et on ne pourra pas lui tenir rigueur. C'est un peu ça cette idée de circonstances exceptionnelles. Certaines règles vont être assouplies. On va tolérer un peu plus d'écart par rapport aux règles, puisqu'il y a des circonstances exceptionnelles. Bon, ça nous renseigne pas trop sur l'état d'urgence en lui-même, mais sur comment le juge administratif peut voir certaines circonstances exceptionnelles, certaines situations bien spécifiques qui peuvent contraindre l'État, l'administration à ne pas respecter complètement les règles. Mais l'état d'urgence, c'est sortir un peu de ces règles, avec une police administrative qui a des pouvoirs renforcés. Et l'historique, voyons voir. Comment est né cet état d'urgence? Car avant on parlait de loi martiale, on parlait d'état de siège, mais à partir de la loi du 3 avril 1955, on parle d'état d'urgence.
pas à la place de l'état de siège, mais en plus c'est une nouveauté. Il y a l'état de siège, il y a l'état d'urgence, ce n'est pas la même chose. L'état d'urgence a été inventé en réaction aux attentats du FLN, donc le Front de Libération Nationale qui est algérien, et on a décidé à l'époque, je dis on, le gouvernement français de l'époque a décidé qu'il n'y aurait pas d'état de siège, car si on décidait de mettre un état de siège, c'est qu'on considérait que c'était une guerre. Donc on a créé l'état d'urgence, on a un état d'urgence, il n'y a pas de guerre. Les attentats du FLN, ce n'est pas une guerre. Le FLN, ce n'est pas une puissance étrangère. Les combattants du FLN ne sont pas justement des combattants, ils n'ont pas les mêmes droits que des prisonniers de guerre, que des combattants lors d'une guerre. C'est un état d'urgence, c'est un trouble important, un péril à l'ordre public important, mais ce n'est pas une insurrection armée, ce n'est pas une guerre civile. Donc déjà, c'était en réaction à quelque chose. Bon, ce qui est pas une bonne chose, on va le voir juste après. L'ordonnance ensuite du 15 avril 1960 va faire évoluer cet état d'urgence. Parce qu'en fait, en 1955, l'état d'urgence pouvait être déclaré par le Parlement. À partir de 1960, c'est par le président de la République. Mais une loi va proroger cet état d'urgence s'il dépasse 12 jours. Un peu comme pour l'état de siège, même si c'est exactement pareil, en fait. C'est la même procédure que pour l'état de siège. Ça n'a juste pas les mêmes conséquences, c'est pas dans le même contexte. Il y a ensuite les attentats du 13 novembre 2015 qui vont faire évoluer énormément l'état d'urgence. Il va y avoir plusieurs modifications successives, dont l'information du Parlement sans délai des mesures prises par le gouvernement. Mais là encore une fois, on est en réaction. Et c'est un vrai problème, car là encore c'est créé et modifié en réaction. L'état d'urgence est créé et modifié en réaction. C'est problématique, car c'est influencé et c'est émotionnel. On n'a pas pensé à ça à un moment de paix, on a pensé à ça en réaction. C'est émotionnel et donc c'est potentiellement démesuré et pas raisonnable. Notamment dans les mesures qui sont possibles avec cet état d'urgence qui a été créé en réaction à des événements graves. Et donc cet état d'urgence a été appliqué déjà plusieurs fois. L'état de siège n'a pas été appliqué pendant la Ve République. Elle a été appliquée pendant la Première Guerre mondiale, pendant la Seconde Guerre mondiale, mais pas pendant la Ve République. L'état d'urgence, lui, a été appliqué plusieurs fois en 1955, donc avec les attentats du FLN en Algérie, française à l'époque, en 1958 avec le coup d'État d'Alger, donc une application à l'échelle de la métropole. Entre 1961 et 1963, lors du putsch des généraux à Alger, il y a eu encore une fois un état d'urgence en métropole. En 1985, il y a eu des événements en Nouvelle-Calédonie, voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a eu un état d'urgence en Nouvelle-Calédonie. Le 29 octobre 1986, voilà, juste une journée, il y a eu un état d'urgence à Wallis et Futuna. Fin octobre, début novembre, pendant quelques jours, quelques semaines, il y a eu en 1987, sur les îles du Vent en Polynésie française, un état d'urgence qui a été déclaré. Ensuite, les dates plus importantes, plus récentes, sont en 2005, les émeutes dans les banlieues, avec un état d'urgence en métropole. En 2015 jusqu'en 2017, donc quand même assez longtemps, les attentats terroristes qui ont touché Paris surtout, mais pas que, et donc un état d'urgence qui a été déclaré en métropole, et enfin le plus récent, en mai 2024, il y a eu à peu près 12 jours, je crois 12 jours tout pile, d'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie, pour d'autres affrontements, d'autres troubles à l'ordre public. Je vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas la question ici. Et la procédure alors de cet état d'urgence. La procédure actuelle, c'est que c'est décidé par décret en Conseil des ministres, donc par le président de la République, sur tout parti du territoire. On retrouve la même chose que pour l'état de siège. C'est prorogé par la loi si ça dépasse 12 jours et la loi fixe la durée. On est encore une fois à peu près comme l'état de siège. Alors, quelles sont les nouveautés ? Encore une fois, je vais faire des nouveautés un peu similaires à l'état de siège. Pourquoi ? Car c'est un peu du même ordre. C'est différent, le contexte est différent, les conséquences sont différentes, mais dans la logique institutionnelle, c'est à peu près pareil. On va faire un état d'exception pour réagir à quoi ? À une menace à l'ordre public, d'ordre militaire, d'ordre armé massif pour l'état de siège, ou pas pour l'état d'urgence. Trouble à l'ordre public, causé par des personnes ou par une catastrophe naturelle exceptionnelle. Donc je propose la même chose, à peu près, c'est décrété par les directeurs, minimum de 1 si les autres sont empêchés, notamment enlèvement, décès, maladie, etc., je l'ai déjà dit. C'est prorogé par une loi si ça dépasse 5 jours, une initiative toujours gouvernementale, aucun amendement, et la loi fixe la durée. Autre nouveauté maintenant, les commissions de surveillance, ici aussi, donc à l'Assemblée nationale et à la Chambre des sages, comme pour l'état de siège.
Par contre, il y a des petites différences, c'est que là, il va vraiment falloir constitutionnaliser, car il n'y a pas d'état d'urgence dans la Constitution de la Ve République. Il n'y en a pas, en tout cas à l'heure où je vous parle, ça n'a pas été constitutionnalisé. Pour moi, ça doit l'être. C'est un état important, un état d'exception qui vient autoriser le gouvernement à prendre des mesures contraires à certaines libertés publiques ou individuelles. Des mesures restrictives de liberté, comme on dit. Donc ça doit être constitutionnalisé car c'est important. C'est important. C'est grave. Il faut protéger les libertés, normalement. Mais dans certains cas, c'est possible de ne pas les protéger. Et ça doit être clairement défini dans la Constitution. Sinon ça laisse trop de place à l'arbitraire de l'Assemblée nationale ou du gouvernement, même si, bien sûr, l'Assemblée nationale et la Chambre des sages vont pouvoir préciser un peu toutes ces mesures dans une loi, et surtout dans la loi organique qui viendra préciser ce qui est dit dans la Constitution. L'idée est la même que pour l'état de siège, sauf que là c'est plus important car il n'y a vraiment rien du tout, contrairement au petit article 36 de l'état de siège. Bon, ensuite, d'un point de vue de la justice, encore une fois, faut renforcer la protection. Faut renforcer la protection comment pour l'état d'urgence avec des référés liberté d'urgence devant le Conseil d'État, avec une décision sous 48 heures prise par le juge des référés au niveau du Conseil d'État, donc de la plus haute juridiction de l'ordre administratif. Ordre administratif qui est celui qui juge l'administration. Et, en plus de ça, qu'il n'y avait pas dans l'état de siège, ça c'est nouveau, c'est différent, mais c'est normal, on n'est pas dans le même ordre de gravité, les juridictions ne sont pas des juridictions militaires, là, les décisions sont prises toujours par l'autorité civile, par les préfets, par la police, et pas par l'armée, donc c'est différent. Il y a aussi la QPC, donc la question prioritaire de constitutionnalité doit être pouvoir transmissible, doit être transmise directement par le juge des référés. Ça doit être possible que le juge des référés dise, tiens, QPC, je vais poser ma question, la question qui sera relevée, bien sûr, par le justiciable, mais confirmée par le juge des référés, et donc cette question de constitutionnalité qui sera posée au Conseil constitutionnel actuellement, mais pour moi, je vais le renommer un cours constitutionnel de façon plus générale, parce qu'on n'en a pas encore parlé, et donc cette cour constitutionnelle va prendre une décision sous 7 jours. C'est important qu'il y ait ce peu de temps, parce que le juge des référés est là pour défendre une liberté individuelle, et le justiciable ne pourra pas attendre plus de 7 jours. En tout cas, selon moi, ça reste encore beaucoup, 7 jours, s'il y a une mesure de restriction de liberté individuelle qui est prise alors qu'elle ne devrait pas être prise, qu'elle n'est pas justifiée, ou voire qu'elle n'est pas légale et même constitutionnelle. Mais sous 48 heures, le Conseil d'État pourrait éventuellement, s'il y a un référé liberté d'urgence devant le Conseil d'État, ou même un référé liberté standard, j'ai envie de dire, devant un tribunal administratif, c'est toujours possible qu'il y ait la décision sous 48 heures et donc que l'injustice soit réparée assez vite. Mais s'il y a un doute sur la constitutionnalité des décisions qui ont été prises, c'est la Cour constitutionnelle qui va devoir se prononcer, et j'aimerais, moi c'est un souhait, qu'elle se prononce sous 7 jours. Car, lors d'une période exceptionnelle comme un état d'urgence, des décisions contraires à la Constitution, il peut y en avoir plein. Bon, donc on a vu l'état de siège et l'état d'urgence. Mais il y a aussi l'état d'urgence sanitaire. Qu'est-ce que c'est que ça ? On en a entendu parler il y a quelques années, puisqu'en fait, c'est né au moment de la pandémie de Covid-19, la loi d'urgence du 23 mars 2020, pour faire face à la pandémie de Covid-19. Cet état d'urgence sanitaire a par contre été abrogé, cette loi a été abrogée, ces mesures ont été abrogées par la loi du 30 juillet 2022. Donc ça n'existe plus. Ce n'est plus possible de de déclencher l'état d'urgence sanitaire. Aussi, il y a un comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires qui a été créé par le décret du 30 juillet 2022. Donc il reste quand même quelque chose de cette période, c'est un comité de veille d'anticipation des risques sanitaires qui est là pour faire attention, mener des études, alerter sur les pathogènes qui pourraient être dangereux, qui pourraient déclencher des épidémies importantes, voire des pandémies. Mais alors, c'est quoi la procédure actuelle pour déclencher l'état d'urgence sanitaire ? Eh bien, aucune, puisque ça n'existe plus comme je viens de le dire. Néanmoins, on peut quand même rappeler l'état d'urgence sanitaire, c'était déclenché par un décret pris en Conseil des ministres, donc par le président de la République, un peu comme l'état de siège et l'état d'urgence. Mais là, pas pour 12 jours, mais pour 1 mois. C'est ça la différence, c'est pas prorogation à partir de 12 jours, mais à partir d'1 mois, prorogation par la loi.
Ce qu'il y avait de marquant aussi, c'est que dans cette loi, ça fixait la durée, mais que par décret pris en Conseil des ministres, cette durée pouvait être raccourcie. En fait, le décret pris en Conseil des ministres pouvait mettre fin à l'état d'urgence sanitaire avant la date de fin prévue par la loi qui prorogeait l'état d'urgence sanitaire. Aussi, les mesures qui étaient prises dans ce cadre de l'état d'urgence sanitaire, c'était par le Premier ministre, le ministre de la Santé et les préfets. Alors quelle réforme proposer sur un truc qui n'existe plus? Bon, c'est déjà de le refaire exister. En fait, pour moi, il faut réfléchir à des plans et des états d'urgence nouveaux face aux risques nouveaux. Des risques sanitaires, mais pas que. Des risques de catastrophes naturelles, climatiques, des risques de cyberattaques. Est-ce qu'on peut prévoir des plans, voire des états d'urgence nouveaux face à ces risques nouveaux? Pour moi, c'est important de penser cela, de penser les menaces importantes à la vie des citoyens, à l'ordre public, au fonctionnement des institutions. Car en fait, dans le droit, y compris dans le droit constitutionnel, et même peut-être surtout dans le droit constitutionnel, il y a des lacunes en matière de prévention des risques majeurs exceptionnels. On le voit, la Constitution le prévoit assez peu. L'état d'urgence n'y a même pas été mis, il n'y a que l'état de siège, l'article 16 dont on parlera la fois prochaine. Bien donc résumons un peu tout ça. On va résumer avec l'état de siège et l'état d'urgence. On va grouper, parce que la procédure actuelle et mes réformes proposées sont très semblables. Pour l'état de siège et l'état d'urgence, la procédure actuelle, c'est un décret pris en Conseil des ministres, donc le président de la République. Ce décret fixe la durée sur tout ou partie du territoire. Donc, par exemple, 6 mois sur la Corse uniquement, ou 12 jours sur la métropole en entier, sur une île, sur seulement certaines métropoles. Le décret fixe une durée sur tout ou partie du territoire. Ensuite, si ça dépasse 12 jours, c'est prorogé par une loi qui est à l'initiative du gouvernement et aucun amendement n'est déposable. Mais pour moi, c'est pas satisfaisant. Je propose certaines réformes, je les mets sur la table, je les mets dans le débat public par cette vidéo. Donc pour moi, l'état de siège, l'état d'urgence, c'est décrété par les directeurs. Minimum un des 3 directeurs, si les autres sont empêchés, notamment en cas d'enlèvement, de décès, de maladie ou autre. La prorogation par la loi, ça doit être au bout de 5 jours, seulement 5 jours. L'initiative gouvernementale toujours, et aucun amendement déposable, la loi fixe la durée, évidemment, de cette prorogation, de cet état de siège, cet état d'urgence prorogé. Aussi, il y a les commissions de surveillance à l'Assemblée nationale et à la Chambre des sages. Il faut les mettre en place, car actuellement, il n'y a pas assez de contrôle parlementaire, de contrôle des chambres. Et aussi, la justice n'est pas suffisante. Il faut constitutionnaliser pour protéger, bien sûr, et mettre à peu près au même niveau que les droits fondamentaux, ces mesures qui vont justement freiner, réduire ces droits fondamentaux pendant une période exceptionnelle pour des cas bien précis. Les dispositions étant précisées par une loi organique et par la loi selon le sujet, l'objet. Car les lois organiques et la Constitution, c'est pour l'organisation des pouvoirs publics, mais pas les mesures bien précises. Ça, c'est dans la loi. La justice aussi devra être renforcée. Je rentre pas dans les détails, on l'a vu dans l'épisode, il y a plusieurs choses. Les détails sont dans l'épisode. Je vous invite vraiment à aller le re-regarder, revenir sur ces points particuliers si ça vous intéresse. Mais il y a notamment des recours plus rapides, dont par exemple le recours référé d'urgence devant le Conseil d'État avec une décision sous 48 heures pour l'état d'urgence. La composition du haut tribunal des forces armées qui change, que je souhaite différente, et d'autres choses de ce type-là. On a vu aussi, et c'est important, qu'il faut réfléchir à des plans et états d'urgence nouveaux face aux risques majeurs nouveaux, pas en réaction comme l'état d'urgence qui a été inventé pendant les attentats du FLN, pour pas dire que ce sont des combattants étrangers, pour pas leur donner des arguments en faveur de leur lutte. Non, ça c'est pas bien. Il faut éviter, c'est émotionnel, c'est de la réaction, ça manque de temps pour se poser et bien réfléchir, et on peut décider, dans ces périodes-là, de prendre des mesures plus graves, plus restrictives de liberté qu'il ne le faudrait. Donc il faut réfléchir à tête reposée à des plans, des états d'urgence nouveaux, face aux risques nouveaux. État d'urgence sanitaire, état d'urgence, ou plan en tout cas, contre les cyberattaques, notamment les cyberattaques d'ampleur qui pourraient toucher un pays, ou d'autres risques comme ça qu'il faudra envisager.
Bien, donc on a vu tout ça, les états d'exception, c'était déjà un gros épisode. La fois prochaine, on va continuer là-dessus. On va continuer, non pas sur les états d'exception, de l'état de siège, de l'état d'urgence, ni même l'état de guerre, on va pas le traiter comme je l'ai dit, car c'est vraiment trop spécifique, trop particulier, une circonstance vraiment trop exceptionnelle, et un droit bien spécifique. Non, on va parler d'un pouvoir du président de la République actuellement. On va parler de l'article 16, qui dit que en cas de crise majeure, je vais pas dire en détail dans quelles conditions, là je mets juste crise majeure, mais on va voir ce que dit actuellement la Constitution à l'article 16, mais que le président pourra avoir des pouvoirs encore plus exceptionnels que l'état de siège et l'état d'urgence. Mais je vous laisse avec ce suspense, et on se voit la prochaine fois pour l'épisode 60 qui parlera des pouvoirs exceptionnels du président de la République. Mais est-ce que ça doit rester au président de la République? Ce sera l'une des questions de l'épisode prochain. Merci à toutes et tous, c'était Elsker, et à la prochaine!